Et c'est directement le sujet que vous évoquiez, monsieur le sénateur. Comment on fait? Comment on fait concrètement? Est-il encore possible de créer de la valeur à l'heure du zéro artificialisation nette? On l'a vu, hier on a posé les problèmes, on va essayer d'atterrir. Alors on ne s'est pas promis d'avoir toutes les solutions à la fin de la matinée, on sait en tout cas qu'on est sur du complexe, zéro artificialisation, zéro carbone et autres enjeux, et pour autant, face à ça, c'est pas zéro besoin, c'est pas zéro problème, des besoins y compris de résilience, de développement, d'hébergement, de logement. On va aborder tout ça ce matin, hein, avec une séquence de table ronde. On va peut-être commencer, je vais présenter chacun au fur et à mesure, mais pour aller directement, François Riossec, vous êtes aménageur, donc questionner directement dans les façons de faire. On l'a vu hier, vous l'avez entendu, il y a un avant, il y a un après, et il n'y a pas un avant et un après la loi, il y a un avant et un après notre prise de conscience collective sur des enjeux beaucoup plus globaux que simplement le zéro artificialisation nette. Comment est-ce qu'on peut aménager en étant raccord avec ces enjeux-là? Oui, écoutez, merci pour votre invitation, merci au président Heinrich. Donc avant de dire si l'on peut aménager, il faudrait peut-être que je présente très rapidement notre métier. Donc le métier d'aménageur, c'est actuellement donc la Fédération nationale de l'UNAM. Nous regroupons 300 entreprises sur toutes les régions de France. Donc nous sommes des opérateurs privés ou EPL. Et certaines USH aussi qui font de l'aménagement. Donc on a tout le panel, si vous voulez, des gens qui font des opérations, c'est-à-dire que nous regroupons des fonciers, des terrains, qu'ils soient des friches en ville à réhabiliter, transformer, ou par extension urbaine, nous partons d'un besoin de logement et d'emploi. Vous savez qu'en France, on construit 430 000 logements par an, mais aussi 300 000 postes de travail. Donc le besoin est énorme et nous logeons ces besoins dans des quartiers nouveaux. Voilà. Et nous portons le financement de ces quartiers et des opérations. Alors, Lausanne, évidemment, ou plutôt la loi climat-résilience, s'est saisie d'un vrai sujet, d'une vraie inquiétude, et nous avons l'impératif de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens que nous vivons aujourd'hui, hein, avec des températures un peu élevées. Donc, effectivement, l'aménagement foncier contribue largement aux solutions par la qualité urbaine que nous créons. Et la question, c'est comment allons-nous pouvoir faire? Donc moi, je suis venu aujourd'hui vous présenter des solutions, vous dire qu'il y en a, en tout cas. Donc ce que je vois au niveau de la planification, la loi a une première approche qui est quantitative, c'est-à-dire qu'elle se propose de diviser par 2 l'usage foncier annuel. Donc vous savez qu'aujourd'hui, on a une petite moitié qui se fait de construction la ville sur la ville, c'est-à-dire ce sont des quartiers qui mutent, hein, on détruit, on reconstruit. Et puis vous avez une grosse moitié, 55% de l'habitat, c'est-à-dire 450 000 logements par an, qui sont des quartiers par extension. Donc pourra-t-on supprimer par 2 de façon arithmétique? Il est évident qu'on va avoir des problèmes économiques, des problèmes de flambée des prix. Et donc il faut savoir comment vous, planificateurs, vous allez pouvoir orienter les fonciers sur des opérations qui permettront d'avoir les bonnes densités. Car c'est effectivement possible, et il y a un très grand écart dans l'usage qui est fait du foncier. C'est-à-dire que la moitié des fonciers utilisés chaque année ne logent que 18% des nouveaux logements. Alors que nous, opérateurs, sur 70 000 logements, nous utilisons en moyenne 2500 hectares. Donc vous voyez qu'on est loin des images que l'on a. Donc le premier point, je dirais, c'est un travail de planification, de regrouper les secteurs urbanisables pour en faire des opérations. Et ensuite, des opérations qui auront une sobriété, c'est-à-dire des densités, mais aussi, il faut fixer ce que je dirais, des contrats d'opération entre collectivités locales
opérateurs et propriétaires fonciers. C'est-à-dire qu'il faut anticiper un développement pour le négocier de façon concrète entre les propriétaires, l'opérateur qui a à charge de réaliser des équipements publics, des logements, de l'emploi, et la collectivité qui va accueillir ces logements. Alors ce que je dis paraît banal, mais en fait, aujourd'hui, nous sommes plutôt dans des injonctions contradictoires entre, d'un côté, une injonction de l'État qui dit « faites la moitié », et de l'autre, des élus locaux qui ont des habitants qui leur disent « faites le double ». Et nous sommes dans cette contradiction d'un refus des habitants des projets. Et donc, quand je vous dis qu'il faut réunir les acteurs de terrain pour se mettre d'accord sur un contrat opérationnel réaliste, entre les objectifs, les besoins, la capacité financière des personnes d'acheter, on est dans un autre logiciel. Et la seule façon qu'on aura de sortir de ces injonctions contradictoires, c'est-à-dire des blocages, c'est d'avoir un contrat négocié entre acteurs de terrain au préalable. Et ensuite, ça sera validé par l'État qui n'est pas là pour bloquer, mais qui est là pour faire passer des soucis, des inquiétudes nationales. Voilà, ça c'est le deuxième grand point. Et la troisième grande innovation que nous proposons, c'est de loger les fonctions des sols, c'est-à-dire de résoudre le problème à résoudre dans l'opération. L'État est parti en disant nous avons trop de consommation, on va diviser par 2, donc on va déclasser la moitié. Et on va donc surdensifier la moitié existante, la moitié urbaine. C'est-à-dire, grosso modo, si je fais une caricature, nous allons détruire des quartiers de résilience climatique, des quartiers d'habitat peu dense, et on va faire des immeubles, des quartiers, des îlots de chaleur, des quartiers de forte densité qui sont d'ailleurs refusés par les riverains. Donc voilà l'injonction. Et pour sortir de cela, ce que nous disons, c'est qu'il faut loger les fonctions à sauvegarder, les fonctions qui sont les fonctions des sols, qui sont une fonction de production agricole. On peut faire de l'agriculture urbaine dans une opération d'une certaine taille. On peut également avoir une meilleure résilience climatique si l'on plante des parcs et jardins, des arbres d'alignement, etc. C'est la végétation qui fait de la résilience climatique. On peut avoir plus de biodiversité comme dans un champ de monoculture. On peut avoir un meilleur stockage hydrique et carbone. Bref, nous sommes dans la mesure aujourd'hui d'inclure dans le projet lui-même les solutions que l'on cherche à sauvegarder. Et ça me semble très important également d'avoir une vision positive du développement humain et de dire que nous avons en quelque sorte les moyens d'avoir une entropie positive. Ce n'est pas en empêchant de faire qu'on sauvegardera, mais c'est en faisant différemment. Et on va le négocier par projet, par opération et avec les bonnes personnes. 3 pistes pour faire, pour continuer à faire, mais faire autrement quelque part. Mutualisation, en tout cas trouver des échelles d'opération, des formes de contractualisation locale, mais aussi avec l'État, on le comprend. Et puis cette logique de compensation à l'opération. Alors j'ai oublié de le rappeler, hein, mais RNS 2022@dixit.net, c'est toujours l'endroit où vous pouvez à la fois questionner et réagir. On va passer directement, Louis Derouin, à un autre pan, de façon à avoir touché à rien. Normalement ça marche. Ça va marcher, vous allez voir, ça va être magique. Ou vous prendrez le micro d'à côté si ça ne marche pas, ça nous arrive aussi. Vous êtes président de la CPME Bourgogne-Franche-Comté. Alors, entre autres, vous nous expliquerez ça, hein, et notamment une vision aussi de l'élu local. Je pense que c'est important. On a parlé de l'habitat, on a commencé à parler de l'habitat. Dans la création de valeur, évidemment, la place des entreprises. Aujourd'hui, quels sont les besoins ? Quels sont les besoins des entreprises? On a eu une intervention hier d'une représentante du MEDEF, notamment sur l'entrée logement, hein, ce qui n'est pas le plus évident, mais ce qui est évidemment important. Des besoins d'hébergement, de foncier à vocation économique. Comment on fait, hein? Quels sont les besoins aujourd'hui et comment on fait? Est-ce qu'on a nos réponses dans les friches? Alors, bonjour tout le monde. On a
partiellement les réponses dans les friches, parce que malheureusement, en fonction des territoires, les friches ne sont pas forcément encore aujourd'hui adaptées aux besoins des entreprises. Donc il y a vraiment une logique de particularité de chaque territoire qu'il faudra prendre en compte, et dans la préparation de cette conférence, on en parlait. Je crois qu'il faut surtout de l'intelligence collective, il faut cette capacité à anticiper cas par cas en fonction des territoires les besoins. Ça me paraît essentiel. Vous le disiez dans la présentation, je suis président de la CPME régionale Bourgogne-Franche-Comté, je suis aussi président de la CPME sur le Nord-Franche-Comté, je suis élu local, je suis membre de la commission, je suis l'animateur de la commission aménagement du territoire sur le conseil de développement de Pays de Montbéliard Agglomération, et à ce titre, on a mené la concertation citoyenne sur le SCOT Nordou, qui était une démarche un petit peu différente, partant d'une logique qui était de dire les consultations publiques trop souvent amènent à des retours de personnes qui s'intéressent aux 3 mètres carrés de leur propre trottoir et pas forcément avec la hauteur nécessaire à l'ensemble du sujet. Ce qu'on a fait avec le conseil de développement, ça a été d'acculturer un groupe de citoyens. Ça me paraît essentiel qu'il y ait une vraie connaissance des enjeux et des problématiques pour pouvoir apporter un regard intelligent sur les sujets. C'est la même chose avec le monde de l'entreprise. Je crois que c'est ce qu'on a besoin aussi. C'est pas parce que je suis président de la CPME, c'est pas parce que je suis président d'une chambre de commerce ou d'une chambre d'agriculture que je suis un sachant sur ces sujets-là d'aménagement du territoire qui sont très particuliers. Donc ça me paraît essentiel qu'en effet, il y ait une concertation largement en amont de toutes les décisions pour qu'on puisse amener notre regard. Pour autant, il faut aussi que nous, intervenants, on ait le niveau de compétence pour pouvoir vous apporter des bonnes réponses et pas nous non plus tomber dans le piège des problématiques liées à notre propre activité professionnelle, etc., etc. Donc je crois que c'est vraiment essentiel qu'on travaille le plus largement en amont. On est capable d'intelligence collective. Faut-il encore mettre les bonnes conditions pour que ça arrive ? Après, ce que vont vous dire les entreprises, c'est qu'elles ont besoin de bonnes conditions d'implantation. Les bonnes conditions d'implantation, elles sont complètement différentes. Je n'ai pas une réponse par territoire. On a dans la région des territoires très différents où de toute façon les problématiques d'accessibilité ne seront pas réglables. Donc de toute façon là, on cherchera peut-être beaucoup plus à rénover des friches existantes. Et puis on a des territoires où on a des solutions en bord d'autoroute, où là, c'est peut-être là où il faut avoir l'intelligence de refaire de l'équipement industriel et puis réhabiliter en espace naturel des friches. Donc il faut vraiment être capable de travailler au cas par cas, il faut être capable de le faire avec de la hauteur d'esprit et pas du dogmatisme pour tout l'ensemble des acteurs. Pas le sentiment du politique qu'il sait parce qu'il est élu, pas le sentiment de l'écologique qu'il a raison parce qu'il est écolo, pas le sentiment du chef d'entreprise qui lui ne pense qu'au mètre carré dont il a besoin. Chacun a ses propres défauts personnels, c'est humain. Je crois qu'il faut créer vraiment les conditions d'une intelligence collective. Et c'est comme ça qu'on pourra vraiment, au cas par cas, territoire par territoire, construire une stratégie intelligente. C'est pas rien, hein. C'est pas juste se parler, c'est une montée en compétences collective où chacun est de son côté, mais comprend aussi les enjeux d'ensemble. On l'a vu, c'est pas des enjeux simples à expliquer, et on a un vrai travail de terrain à mener pour que tout le monde se mette au bon niveau autour de la table. Merci. Éric Coulet, vous êtes vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, alors chargé notamment de la cohésion territoriale et maire de Lure. Justement, comment est-ce qu'on arrive à avancer sur cette logique d'intelligence collective au moment où, globalement, le ZAN signifie, et pour beaucoup, un synonyme d'arrêt du développement, de fin de l'existence. Est-ce que vraiment le ZAN, c'est l'arrêt de tout développement ? Déjà, ce que je voudrais dire en remerciant les organisateurs de m'avoir invité, c'est que je considère que les territoires, dans la période qui vient de s'écouler, ont déjà épousé largement, plus qu'ils ne le croient eux-mêmes, la logique de la sobriété foncière. Car moi, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde les chiffres dans nos régions et dans nos territoires, eh bien, la réduction
de la consommation foncière sur la période passée, sur la période écoulée. Alors on peut prendre comme référence les 10, les 15 dernières années, mais les acteurs dans les territoires, ils ont déjà fait cet effort et intégré cette problématique plus qu'on ne le dit. Donc moi je voudrais commencer par là, car beaucoup me disent effectivement la loi climat et résilience, c'est une loi couperet, c'est la région qui va être largement chargée en liaison avec la conférence des Scott de la mettre en œuvre. Moi je pense qu'il faut partir de ce qui est fait, ce qui a été fait, et redire que voilà, on va essayer de poursuivre intelligemment, collectivement, dans une logique participative, comme vous l'exprimiez à juste titre il y a quelques instants, une trajectoire qui se dessine déjà. Parce que je voudrais commencer par là, car j'entends parfois des propos, ou je lis des propos absolument stupéfiants, où on va tout d'un coup changer radicalement de modèle de développement, on ne pourra plus construire de lotissements, on ne pourra plus accueillir de nouvelles activités économiques. Mais les élus ou les acteurs qui disent cela doivent aussi intégrer le fait qu'ils ont déjà commencé à faire ces efforts de sobriété foncière et à mieux préserver nos espaces naturels, agricoles et forestiers. Alors, bien sûr, il y a encore des efforts à accomplir. Nous, à la région, on est chargé, et ça vous le savez, dans les régions, je discutais avec 4 de mes collègues qui sont chargés du même dossier il y a quelques jours, c'était avant-hier, en visioconférence, pour échanger un peu nos pratiques. Et il va nous falloir à la fois déterminer l'échelle de la réduction de la consommation foncière. Et donc, cette échelle, il faut que nous la mettions en débat. Évidemment, le réflexe spontané, c'est de dire, voilà, ça va être les Scott. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut qu'on ouvre la discussion. Et donc, c'est ce que nous allons faire en Bourgogne-Franche-Comté dans quelques jours, en commençant donc ces ateliers participatifs que vous appeliez de vos voeux dans votre intervention à juste titre. Et ensuite, il faut qu'on définisse des critères au sein du périmètre retenu pour organiser cette réduction foncière qui nous est imposée par la loi. Je le rappelle, il y a un rythme que tout le monde connaît ici dans cette salle. Je ne vais pas vous faire la leçon, ça ne servirait absolument à rien. Mais ce qu'il faut, c'est le faire collectivement, ensemble, intelligemment, sans se faire peur tout seul, car encore une fois, on ne part pas de rien. Et je voudrais achever mon propos pour ne pas être trop long, en disant que j'entends trop d'élus, trop d'acteurs locaux verser des larmes de crocodile sur des cœurs de ville moyennes, petites, des bourgs-centres qui se dévitalisent et qui disent c'est plus possible de continuer comme ça, il faut que les pouvoirs publics, sous toutes leurs formes, interviennent pour revitaliser nos cœurs de ville, et qui sont vent debout contre le ZAN, contre la loi climat et résilience. Moi, je ne suis pas là pour la défendre. En plus, je ne suis pas du bord politique du président de la République, mais je suis un écologiste raisonné, un écologiste pragmatique, et je considère que la sobriété foncière, comme de façon générale un modèle de développement plus économe en ressources naturelles, est une nécessité. Alors, il ne faut pas le faire brutalement, il ne faut pas le faire aveuglément, il faut le faire avec les territoires, mais je pense que c'est quand même une exigence qui s'impose à nous. Il faut qu'on bascule quand même dans un autre modèle de développement pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir ce matin, mais que vous connaissez parfaitement dans cette salle. Voilà, moi, ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de... Comment vais-je formuler ça? Beaucoup d'hypocrisie, parfois de malhonnêteté intellectuelle par rapport au défi qui est devant nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas difficile à relever, mais il faut qu'on essaye de le relever. Je reprends vraiment volontiers les propos
d'un de mes voisins, hein, avec voilà, pragmatisme, avec intelligence et de façon collective. En tout cas, nous, c'est l'état d'esprit dans lequel on souhaite travailler. Merci. Alors, une trajectoire, hein, ça n'a pas commencé le jour de Climat Résilience, il y a déjà eu des choses faites. Ce n'est pas un arrêt brutal non plus, et en même temps, on sait faire autrement et raccrocher les points entre, d'un côté, une crise des centres-villes et de l'autre côté, une crise aussi de la consommation de sol en périphérie. Alors, on consomme du sol, mais pas n'importe lequel. Hein, on consomme du sol agricole pour l'essentiel en France. Alors, pas 2-3 hectares, hein, on est sur des rythmes qui aujourd'hui ont certes baissé, mais restent significatifs. Alors, Arnaud Delesse, vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Lyon, et plein d'autres choses, hein, vous nous raconterez. Aujourd'hui, vu depuis la zone blanche, enfin jaune ou verte selon les PLU ou les SCOT, mais vu depuis l'extérieur de la ville, quel message on a envie de porter à ceux qui justement tracent la stratégie de développement urbain? Très bien. Mais écoutez, bonjour à tous et puis merci pour cette invitation voilà, de la profession agricole au niveau de cette table ronde. Donc oui, je représente notamment les chambres d'agriculture France voilà, en qualité de président de la commission territoire et ruralité, donc qui est pleinement concerné par cela. Ce que je voulais, c'est revenir rapidement sur le contexte que vous avez brossé, hein, mais du changement climatique qui se rappelle à nous ces jours-ci. Avec des enjeux, on travaille depuis de nombreuses années sur l'alimentation, notamment l'alimentation de proximité, je pense avec beaucoup de collectivités, et il faut poursuivre hein, de le faire, notamment dans les PAT. Et puis on a également aujourd'hui un terme qui réapparaît, celui de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qu'on avait un peu oublié depuis quelques décennies, mais qui est quelque part une base de la vocation de l'agriculture sur le territoire et sur lesquels il faut jouer. Puis on nous demande aussi, au niveau agricole, pas que, mais de travailler sur l'énergie, voilà, de partir sur l'énergie, d'être moins dépendant au gaz. Alors on ne va pas développer, mais la méthanisation se développe aussi, utilise du foncier. Un autre sujet qui est l'énergie électrique avec la mise en place de photovoltaïque ou d'agrivoltaïsme qui est aussi un enjeu. Tout ça pour dire que sur tous ces sujets et celui aussi de la qualité de l'eau sur lequel on est fortement impliqué, le foncier revient systématiquement, en plus bien sûr du développement économique. Et je rejoins ce qui a été dit, hein, c'est-à-dire que l'agriculture n'est pas le seul sachant, loin de là, mais on fait partie des acteurs avec lesquels nous devons travailler. Donc sur la question, peut-on concilier développement économique et consommation raisonnée du foncier, je dirais d'abord que l'activité agricole est une activité économique à part entière, quoi, voilà, qu'il est important de le rappeler sur les territoires. Agriculteurs et forestiers, quoi, je pense aussi, je reviendrai sur l'importance de l'aménagement forestier aussi dans nos territoires. Et le département qui nous accueille aujourd'hui, du Doubs, et on est un merveilleux exemple de ce qu'il a pu faire au niveau agricole, et il y a autant d'exemples que de départements, mais voilà, l'excellence de la filière comté amène, par exemple, si je prends ce cas-là, vraiment une vraie économie locale, un dynamisme dans les territoires. Et il en est de même sur la forêt qui travaille sur les paysages et puis surtout les enjeux qu'il peut y avoir. Donc voilà, rappeler l'importance économique et de création de valeur ajoutée de l'agriculture dans son ensemble sur les territoires. Après, sur le développement économique, ce qui est évident et ce qui est partagé ici, mais je préfère le rappeler, c'est qu'on a quand même pendant longtemps, même s'il y a des améliorations, et je le conçois tout à fait, on est encore aujourd'hui à des niveaux de consommation d'environ 55 000 à 60 000 hectares de foncier par an en France. Et il est évident qu'à ce rythme ne peut pas être soutenu à ce niveau-là. Ça fait à peu près un département tous les 8 à 10 ans. Donc d'où l'importance de trouver de nouveaux modèles et de prendre on a la chance aujourd'hui d'avoir des terres qui sont assez fertiles et qui nous permettent de répondre à ces différents enjeux que j'ai cités. Mais il faut trouver de nouveaux modèles ensemble. Et là-dessus, je rejoins tout à fait ce qui a été dit pour poursuivre tout ce qui est activité économique. Les points que je voulais ramener pour aller de l'avant et puis illustrer un peu ce travailler ensemble, il y a eu ce qui a été fait avec éviter, réduire, compenser, ce qui nous a déjà amené de toute façon à avoir une réflexion sur l'utilisation du foncier. Alors, plus éviter, réduire, parce que la compensation, s'il faut compenser du foncier par du foncier, à un moment donné, on tourne en rond et on ne peut pas avancer. Et puis le côté économique, de toute façon, ne ramènera pas
voilà, une potentialité agricole qui de toute façon n'est pas renouvelable à ce niveau-là. Et depuis la création, depuis 2010, des CDCEA puis des CDPNAF, on a eu l'occasion, tous les acteurs, d'être autour de la table et de pouvoir réfléchir justement à ces grands enjeux. Et il faut poursuivre. Et le monde agricole, à travers les chambres d'agriculture, à travers les SAFER, sont là aussi pour accompagner ces transitions. L'autre point qui me semble indispensable quand on commence à parler développement, c'est le diagnostic. Les diagnostics de territoire pour bien poser les enjeux que nous avons. Je parlerai rapidement, mais important, de la forêt. Il y a eu un document qui a été mis en place justement par la Fédération nationale des Scots, par les communes forestières et par les chambres d'agriculture pour travailler sur ce diagnostic de la forêt et de tout ce qu'il apporte dans l'aménagement. La forêt est peut-être souvent vue comme un lieu d'environnement, un lieu de loisirs parfois, mais c'est aussi un niveau économique important. Et pareil, la région dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en est vraiment fer de lance. Sur tout ce qui peut être fait par la valeur ajoutée ramenée par la production du bois. Donc il faut vraiment travailler et ce document qui s'appelle Renfort, que je vous conseille en lecture à l'occasion, permet en quelques pages de bien comprendre comment construire ces diagnostics au niveau forestier. Et puis des diagnostics agricoles, il y a un enjeu qui est aussi très important, qui n'est pas souvent mis en avant, c'est le potentiel agronomique des sols. Ça fait partie, on a vu par le passé beaucoup d'aménagements se faire sur des fois les meilleures terres de France, sur des grandes surfaces. Bien sûr, il faut être pragmatique, il faut s'adapter à chaque territoire, mais cette notion de potentialité agronomique est très importante pour à la fois maintenir le développement et à la fois répondre aux enjeux d'alimentation qu'on a sur les territoires. Donc voilà, ces notions de diagnostic qu'on doit pouvoir emmener ensemble me semblent primordiales. Et puis l'autre point qui a été soulevé et sur lequel je crois vraiment, c'est l'aménagement. Voilà, je ne dis pas ça pour faire plaisir aux aménageurs, mais pour moi, c'est vraiment l'entrée qui peut permettre, je pense, de répondre sur les 10 ans qui viennent, jusqu'à 2031. Je crois que vous avez eu le chiffre hier ici, et puis il a été donné, que pour 1 mètre carré bâti pour 5 mètres carrés sortis de l'agriculture, si je prends un raccourci, mais ces notions d'aménagement, qui doivent être raisonnées avec une question de mutualisation, une question de densification qui doit être adaptée à chaque territoire. Cette entrée, je pense, peut permettre de franchir, je ne vais pas dire facilement, ce serait un petit peu démagogique, mais de répondre à ces enjeux. Et je pense qu'il faut travailler sur ce point-là. Et puis, la notion aussi dans le diagnostic de tout ce qui est inventaire des friches, aussi bien des friches industrielles, mais aussi au cœur des villes, les dents creuses, la réhabilitation de l'habitat, tout ça sont des enjeux qui sont pris en compte, et je rejoins en effet depuis quelques années fortement dans les documents d'urbanisme, et qu'il faut poursuivre pour réadapter peut-être un habitat qui est plus adapté aux attentes sociétales aujourd'hui, et faire en sorte de pouvoir reconstruire la ville sur la ville et redynamiser les territoires. Voilà. Donc moi je crois, en conclusion, vraiment au fait de travailler ensemble et de trouver ensemble les solutions. Et je rejoins pleinement ce qui a été dit sur le pragmatisme et le bon sens paysan qu'il faut avoir. Le bon sens paysan dans l'aménagement, et donc ça commence par ce temps de dialogue et peut-être par la connaissance de ces zones blanches, ces terra incognita de l'aménagement que sont beaucoup de territoires agricoles encore. Alors on commence à avoir quelques questions, quelques remarques, mais je vous invite à ne pas hésiter. On a eu beaucoup d'amorces de débats, de discussions sur la question agricole hier, hein, donc c'est le moment de relancer. Donc toujours, alors en levant le doigt, hein, et on va avoir un micro qui tourne. J'ai d'abord posé, mais allez-y, prenez le micro, vous préparez. François Rieussec, il y a une question qui vous est posée, qui rebondit finalement sur vos propos. Hier, le CEREMA, et vous l'avez un petit peu abordé, mais de façon elliptique dans votre intervention, c'est peut-être l'occasion de clarifier. Hier, le CEREMA nous donnait quelques chiffres édifiants. 1 mètre carré bâti, 5 mètres carrés consommés. 8 logements par hectare en moyenne en France sur les opérations d'aménagement. Alors, opération d'aménagement, ça commence par une maison, hein. Ça fait quand même plus de 1000 mètres carrés par maison construite en France. C'est des chiffres éditions. Vos réactions et vos propositions là-dessus, notamment votre première proposition, la mutualisation, comment ça permet de répondre à ça? Parce que là, on n'est pas juste sur un changement de curseur, mais sur un vrai saut qualitatif qui est nécessaire. Oui, je pense qu'on a quand même des problèmes de thermomètre dans la comptabilité nationale. On a parlé, et vous venez de citer ce chiffre de 50 000 hectares consommés par an.
En fait, quand le CEREMA a sorti les premiers chiffres, nous étions à 33 000 hectares il y a une quinzaine d'années et 20 000 hectares en 2020. Donc le chiffre de 50 000 hectares est un petit peu fantasmatique. Alors il est issu d'une autre source de données, mais il y a en effet plusieurs oui, enfin thermomètres. C'est satellitaire avec l'incapacité de compter. Je pense que là, les participants connaissent bien ces différentes sources de données, mais peu importe. Non, mais, enfin, le chiffre CEREMA, c'est 20 000 hectares en 2020. Alors 20 000 hectares, si on les continuait de les utiliser, moi je parle d'utilisation plutôt que de consommation, parce que quand on construit, on ne détruit pas, on utilise. Hein. Et partout sur notre territoire national, on a des traces d'utilisation ancienne qui ont changé. Hein, ça s'appelle l'archéologie. Donc, on utilise 20 000 hectares pour accueillir, on doit construire environ 12 millions de logements dans les 30 ans qui viennent, puisqu'on a continué d'avoir une croissance démographique. Alors 12 millions par rapport aux 27 millions, 28 millions de logements existants. C'est-à-dire qu'on va construire presque un tiers de plus. Donc je crois qu'il faut partir des besoins avant de se tirer des balles dans le pied. Et puis, les 20 000 hectares, c'est 0,4 pour 1000. 0,4 pour 1000 du territoire, c'est-à-dire qu'en 30 ans, on utiliserait 1,2% du territoire de plus, c'est-à-dire qu'on passerait de 8% urbanisé à 9 et des brouettes urbanisées, hein, 9% du territoire à horizon 2050. Pendant ce temps-là, on sait que la forêt a une croissance du triple, c'est-à-dire l'abandon des terres agricoles est le triple pour la forêt qu'elle n'est pour l'urbain. Et dernier point, sachez qu'il brûle plus de forêts chaque année, 27 000 hectares l'an passé, qu'on a urbanisé. Donc, faut quand même garder les notions. Et quand on parle, on passe d'hectares au kilomètre carré, on ne sait plus où on en est. C'est un peu la mayonnaise dans la tête. Alors vous lancez d'autres thermomètres en disant qu'il y en a un qui n'est pas bon, etc. Mais non, mais moi je prends le thermomètre de l'État. Voilà. Alors, vous me posez la question. En fait, la question c'était 8 logements par hectare. Alors, là aussi, comment on saute le CEREMA compte ce qu'ils appellent opérations, des permis de construire à l'unité. On sait que depuis 20 ans, pour avoir voulu concentrer et interdire en quelque sorte aux Français de réaliser leurs souhaits, on a déclassé beaucoup de zones à urbaniser. Et donc, les citoyens qui n'avaient pas les moyens de faire autrement, qui ont besoin d'avoir des grands logements. Vous savez que le tiers des ménages français est composé de 3 personnes et plus. Donc ce tiers de ménages avec enfants a besoin de grands logements. Les maisons individuelles en France mesurent 113 mètres carrés. Le collectif, moi je fais du collectif aussi, fait 55 mètres carrés. Donc on ne logera pas des ménages avec enfants dans du collectif. L'idée de dire on va changer de modèle d'habitat est une idée fausse. Les Français ont choisi, ils choisissent tous les jours leur mode d'habiter. La question, c'est comment on répond aux besoins. Et c'est là que nous, opérateurs, dont le métier, c'est de faire la synthèse entre les besoins, d'une part de la population avec les moyens financiers qu'ils ont, la maison coûte la moitié du prix du collectif, hein, et avec la possibilité que nous donne la loi, la réglementation et la volonté des élus locaux, nous, notre job, c'est de faire et d'apporter des solutions. Donc les densités qui vont bien, on peut faire effectivement beaucoup plus que la maison individuelle au bout du tuyau. C'est pour ça que je vous disais, vous qui êtes planificateur, ce qu'il faut, c'est réunir les fonciers urbanisables pour faire des projets qui auront les densités et la sobriété foncière que vous souhaitez. Si vous laissez chacun détacher son bout de champ au bout de tuyau, au bout du truc, etc., il ne se fera rien. Et il n'y a pas d'équipement public, et les gens sont insatisfaits, et vous ne faites pas rentrer de participation financière. C'est pour ça que dans les projets que nous proposons, nous réunissons non seulement les fonciers et les densités, mais aussi les participations financières. On va faire, je vous ai dit qu'avec le permis d'aménager bioclimatique, on va pouvoir loger les fonctions agricoles. Alors, on ne fera pas des champs. Mais on fera de l'agriculture urbaine. Pour avoir d'autres questions. Pardon ? On fera de l'agriculture urbaine, on fera de la résilience climatique, etc. Donc on peut faire dans les opérations pour peu qu'on choisisse ce que l'on fait. Hein. Je crois que le président Henrich a dit hier, il faut choisir pour ne pas subir. C'est exactement ça. Hein. Il faut planifier, opérer
et financer. Merci. Il y avait une question dans la salle, allez-y. Levez-vous s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc Thomas Vigreux, je suis président du Pays du Doubs central. Donc voilà, la zone très rurale entre Besançon et Montbéliard. Et moi, justement, je voulais rebondir sur la deuxième partie d'intervention de M. Rieussec, que je trouvais très intéressante, et j'en avais déjà échangé avec Eric. C'est la question, en fait, du modèle économique. Parce qu'elle est cruciale, en fait. On peut avoir une planification, on peut avoir des intentions, mais nous, élus, et puis je pense que globalement, l'ensemble des acteurs vont être jugés sur leur capacité, en fait, à exécuter et quel business model il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, la sensation que j'ai, moi, à mon niveau, c'est que de construire du neuf et consommer de l'espace coûte aujourd'hui moins cher que de rénover de l'ancien. Comment est-ce qu'on fait, en fait, et puis j'étais intervenu sur ce sujet-là, et on connaît les dispositifs de la région notamment, qui sont très très performants, mais il y a un moment donné, la puissance publique ne peut pas tout. Comment est-ce qu'on fait pour justement accompagner les ménages, les acteurs, pour rénover de l'ancien, dans un contexte où on a globalement actuellement une inflation, on a, je discutais avec des acteurs bancaires encore hier, une augmentation des taux, et ça ne va pas s'arrêter, on a une pénurie des matières premières, et moi, ma crainte que j'ai, c'est que on a des intentions, mais que le système risque, à cause de ces enjeux économiques, de se bloquer, donc que rien ne se fasse au final, voilà, et c'est ma grosse crainte. Et quelque part, ces modèles économiques, ces business models, les élus, les particuliers, ils les connaissent pas, quoi. Et en fait, c'est un métier à part entière. Comment on peut faire, nous, élus, comment un acteur particulier peut se dire, oui, moi, c'est intéressant, en fait, d'investir, parce que, voilà, le modèle est, entre guillemets, rentable, quoi. Oui, bah écoutez, je crois qu'il y a deux personnes à financer. Il y a d'une part l'acquéreur, et puis il y a aussi la collectivité. Et pour ce qui est du modèle économique de l'aménagement que nous proposons, c'est vrai que l'aménagement, par le biais du foncier, du prix du foncier, permet de faire des péréquations. C'est-à-dire qu'on finance les équipements publics par l'achat d'un foncier, je dirais, à un niveau raisonnable. Sinon, on est dans la subvention. Moi, j'adore les subventions, mais on sait qu'une subvention, c'est de l'impôt, quelque part. Donc, alors, nous faisons des péréquations entre en faisant des permis d'aménager multisites, on peut réhabiliter une partie en cœur de ville et équilibré économiquement par une partie d'extension urbaine, par exemple. Quand on fait une opération où il y a une partie de friche, mais une partie qui n'est pas en friche, à ce moment-là, on fait jouer la péréquation entre la partie onéreuse à réhabiliter et puis la partie qui l'est moins. Donc le projet, à partir du moment où il a une certaine dimension, permet de jouer sur les péréquations. Plus on pense petit, moins on se donnera de moyens. Je crois que c'est... Voilà. Et pour aussi amener des solutions aux habitants d'une collectivité, un gros projet peut faire peur, mais si ce projet amène des solutions à toute la collectivité, à ce moment-là, il devient accepté. On est en train de faire des projets dans lesquels on va faire de la mobilité électrique en autopartage, par exemple. On va économiser la deuxième voiture du ménage. Une deuxième voiture, ça coûte 2 500 € par an en moyenne au ménage. Je l'économise, donc j'amène un service à toute la collectivité. Et puis, au niveau des communes qui ont quand même perdu une capacité financière dans les dernières années, et donc là, on est en train de réfléchir avec le sénateur Blanc sur ces questions de fiscalité locale. Il va intervenir en fin de séance. Et si vous voulez, nous, ce que nous disons, c'est que si on a un foncier négocié en amont de la planification, en amont du moment où c'est la collectivité qui donne la valeur au foncier, ça veut dire que si on a un contrat d'opération avant classement foncier, à ce moment-là, on a une marge de négociateur que le propriétaire foncier comprend et accepte, et il en est très heureux. Et on fait à ce moment-là un bilan à 3 entre la collectivité et ses besoins, l'opération, ses coûts, et le propriétaire foncier et, je dirais, son rendement
foncier valeur financière. Hein. Et c'est cette péréquation-là qui permet de réaliser des projets qui répondent aux attentes. Voilà un petit peu. Merci. Vous souhaitiez réagir, puis j'aurai une question pour vous après. D'accord, très bien. Non, mais je reviens, mais rapidement, sans faire de guerre de chiffres, mais sur le fait que, quand je rappelle les 55 000 hectares, c'est des 55 000 hectares qui sortent de la production agricole tous les ans. Pas uniquement par l'aménagement, mais c'est des chiffres réels qui sont vraiment issus d'observatoires nationaux. Et voilà, je salue notamment l'observatoire des SAFER sur ce point-là, ça fait partie de leur mission. Mais au-delà de ça, et puis le fait peut-être un peu simple de dire que voilà, la remise en friche ou en forêt compense l'urbanisation. Enfin, voilà, je pense qu'il ne faut pas sortir non plus du débat qui nous concerne aujourd'hui. Par contre, je rejoins pleinement sur la notion d'aménagement, sur la notion de phasage de projet qui pour moi est indispensable, et sur la notion, quand il y a un projet, de se prendre le plus en amont possible, en effet, pour travailler sur le foncier, parce que ça c'est la seule façon d'y arriver en étant équitable, je dirais aussi, avec l'ensemble des acteurs. Donc voilà les points rapides sur lesquels je voulais rebondir. Alors on a une question là qui est relative au logement des agriculteurs et quelque part en vis-à-vis aux dynamiques aussi de mitage de certains territoires, de consommation de terre associée à ça. Est-ce qu'aujourd'hui la Chambre d'agriculture, alors face en plus à des transformations, des mutations démographiques importantes, la Chambre d'agriculture a une vision là-dessus, en tout cas des messages à faire passer. Oui, le logement de l'exploitant, ça fait partie des choses qui reviennent souvent, ou sur lesquelles il y a eu des abus, notamment dans certains territoires, où il y a une attraction énorme et une pression foncière, moins peut-être dans nos départements plus ruraux. Elle est très encadrée, quoi. Voilà, moi, je le dis, quand on CDPENAF, on nous amène le fait de devoir avoir plusieurs maisons pour surveiller l'exploitation. On vérifie vraiment l'utilité et on ne construit jamais de maisons d'exploitants qui imitent en effet, parce que derrière, les abus étaient ceux-là, c'est-à-dire on fait une maison, ensuite on ne l'habite pas, on la vend, et en plus ça nous pose quand même, quoi. Il y a d'autres sujets, notamment les zones de non-traitement, c'est pas le sujet, mais sur lesquels il faut travailler, et plus on va avoir un mitage dans la campagne, plus c'est compliqué aussi à gérer. Donc on est très attentif à ça, faire en sorte qu'il n'y ait pas de passe-droit. Cependant, parfois, il est quand même très utile d'avoir une maison proche de l'exploitation quand il y a des animaux, quand il y a de la surveillance à effectuer. Donc on est assez pragmatique aussi sur ce point-là et on n'accepte pas n'importe quoi, même au niveau de la profession agricole. Peut-être une question pour vous, Éric Coulet, alors qui est la question qu'aujourd'hui tout le monde se pose, mais certaines régions, comme je vais citer personne, n'ont pas envie d'assumer le travail politique de territorialisation. Comment ça se passe de votre côté ? Vous avez commencé à aborder cette question-là dans votre intervention, mais... Je vois bien en plus la région à laquelle vous faites référence, parce que je connais bien le travail qui est mené dans les régions voisines ou plus lointaines. Non, moi je ne suis pas un adepte, je le dis très clairement, de la désobéissance civile. Il y a la loi, il faut essayer de l'utiliser intelligemment, encore une fois avec pragmatisme et surtout dans la concertation et l'échange avec les territoires infra-régionaux. Donc la question qui est posée pour nous, c'est finalement celle de l'efficacité de l'artificialisation. Pour faire simple, moi je ne veux pas jouer sur les mots consommation, utilisation, on voit bien la problématique commune qui est la nôtre. Moi je pense qu'il faut qu'on se pose la question de l'efficacité de la consommation, de l'artificialisation, de l'utilisation, vous appelez ça comme vous voulez. On ne peut pas faire abstraction quand même de cette exigence. Donc la région Bourgogne-Franche-Comté, elle va assumer le fait de poser cette question et essayer de commencer à trouver, dans le cadre de la loi, des éléments de réponse, d'où les ateliers de concertation que nous lançons à partir de la semaine prochaine. Moi, je voulais dire aussi, pour rebondir sur la question de Thomas Vigreux, le président du PETR du Doubs central, que pour nous, les collectivités, voilà, il y a aussi un enjeu derrière d'accompagnement. Alors, Thomas Vigreux, il dit que la région, elle fait déjà des choses pour accompagner les porteurs de projets, tout ça.
oui, c'est vrai, mais peut-être insuffisamment. Si on veut changer notre modèle de développement, il faut aussi qu'on soit capable de mieux réorienter, de mieux cibler les aides que nous apportons. Alors c'est vrai pour la région, c'est vrai pour d'autres niveaux de collectivités publiques. Moi j'en suis persuadé. Je vais prendre simplement un exemple que je prends souvent, mais qui est tellement réel. Les bailleurs sociaux, pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup de considération, ils savent faire des lotissements pavillonnaires, du locatif, de l'accès à la propriété. Moi, je le vois bien sur le territoire qui est le mien. Ils savent très bien faire ça. Alors, c'est consommateurs de foncier nouveau. Ça, c'est vrai aussi. Par contre, ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas le modèle économique, aujourd'hui, réinvestir dans les cœurs de ville. Tout le monde appelle ça de ses voeux. Et donc, là, nos aides, elles sont à repenser. Moi, je pense que, voilà, ce débat sur le ZAN, il nous interpelle tous. Et y compris nous, les collectivités qui conduisons le processus, la région en l'occurrence, on doit aussi s'interroger sur nos interventions. Moi, je pense qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Merci. Alors on le voit, on va être raccord avec la deuxième table ronde qui va démarrer. Collectivité, montage économique des opérations, changement de nature des opérations et donc business model, équilibre à trouver et donc alignement des politiques publiques. On va parler de fiscalité en fin de matinée, mais aussi des modes de subventionnement, d'intervention des collectivités locales, des modes de péréquation, des recherches de densité pour arriver à avancer. Merci beaucoup à tous les quatre. On va enchaîner dans une table ronde qui est finalement directement en lien avec tout ça et